Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on a plusieurs moyens d'interagir sur le live de ce matin. Vous n'hésitez pas évidemment à me faire remonter si le son ou si l'image n'est pas forcément bonne ou si vous avez des soucis. Donc le cours d'aujourd'hui, il est consacré aux problématiques de stockage de l'énergie, aux technologies énergétiques qui permettent de stocker de l'énergie. Et donc l'idée, c'est de ne pas forcément vous présenter un inventaire exhaustif de toutes les technologies qui existent et de tous les usages qu'on peut en faire. Moi, ce que je veux vous fournir aujourd'hui, un petit peu comme je l'ai fait lors des deux précédents cours, c'est plutôt des outils conceptuels et des outils opérationnels qui permettent de quantifier, d'analyser le fonctionnement de ce type de système. Donc je vous montrerai rapidement comment est-ce qu'on dimensionne un accumulateur d'énergie. Ça sera juste une introduction parce que le problème du dimensionnement de ce type d'éléments, c'est un problème qui est techniquement très complexe. Par contre, je voudrais juste vous montrer la philosophie derrière, quelle est la démarche globale qui nous permet de dimensionner ce type de système. Et puis on va revenir évidemment sur les critères de performance. Donc ça, j'avais fait un cours spécifiquement dédié à ça, mais c'était plutôt sur les systèmes de conversion. Là aujourd'hui, je vais m'intéresser uniquement au système de stockage et vous allez voir que les dispositifs, les critères de performance sont un petit peu plus compliqués lorsqu'on parle d'un élément de stockage que lorsqu'on parle d'un élément de conversion. Et donc l'idée c'est de vous fournir une boîte à outils. Encore une fois, l'intérêt de la vidéo c'est aussi que cette boîte à outils, vous puissiez revenir dessus quand vous en aurez besoin. Donc ça va être un petit peu le fil conducteur de cette intervention-là, que je vais essayer de faire la plus courte et la plus synthétique possible. Donc, si je passe à la suite maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un accumulateur d'énergie? Fondamentalement, c'est un système qui permet de faire coïncider deux puissances qui initialement ne sont pas présentes au même moment. Donc l'idée c'est qu'on arrive à gérer le déphasage entre deux puissances parce qu'on veut en accorder une avec l'autre. Et donc du coup on se retrouve à devoir les faire coïncider, donc coïncider dans le temps, hein, c'est vraiment ça. On met une espèce de tampon intermédiaire en quelque sorte entre une puissance entrante que j'appelle production ici et une puissance sortante que j'appelle consommation. Et l'idée, c'est les ajuster l'une à l'autre grâce à cet accumulateur d'énergie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un usage très récurrent du diagramme qu'on a déjà vu en cours lors des deux premières séances. Donc, c'est le diagramme que vous avez ici. Donc, normalement, vous devez voir mon curseur ici à droite sur le transparent, qui est un diagramme qui représente le temps dans la coordonnée horizontale et la puissance dans la coordonnée verticale. Donc, vous vous souvenez que dans ce diagramme-là, par définition, toutes les aires colorées correspondent à des énergies. D'accord? Donc là, vous avez les aires grises, vous avez les surfaces grises ici qui sont colorées, qui correspondent en fait à des énergies échangées. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour faire coïncider cette puissance qui correspond à la puissance entrante de production et la puissance sortante de consommation, on a besoin de stocker, d'accumuler. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va parfois stocker, parfois déstocker, on va parfois charger, parfois décharger. Donc, comment est-ce qu'on distingue le chargement du déchargement d'un accumulateur d'énergie? Eh bien, c'est dans le cas où la production, c'est-à-dire que la puissance entrante est supérieure à la puissance sortante, eh bien, vous remplissez votre accumulateur. Et dans le cas contraire, quand vous êtes obligé de fournir plus en sortie que ce que vous avez en entrée, à ce moment-là, vous déstockez, vous videz votre accumulateur. Donc, dans la suite des explications, je vais souvent revenir sur ces notions-là. C'est le même type d'analogie que je vous avais proposé lors des premiers cours, c'est-à-dire que si vous voulez réfléchir à une image physique de ce que c'est, pensez à un réservoir d'eau. D'accord? Votre accumulateur, c'est un réservoir d'eau. Et ce réservoir d'eau, il est alimenté par un débit entrant. Donc, vous avez un tuyau avec un débit d'eau qui vient dedans et un débit sortant. Donc, pensez par exemple à une baignoire. Vous avez un robinet qui alimente la baignoire et puis l'eau part par la bonde pour l'évacuation, par la sortie d'eau. Et du coup, vous avez un débit entrant et un débit sortant. Eh bien, le débit entrant, c'est la puissance qui entre dans mon accumulateur. Le débit sortant, c'est la puissance qui en sort. Donc la production, c'est le débit entrant. La consommation, c'est le débit sortant. Et le contenu de l'accumulateur, c'est la quantité d'eau que vous avez dans votre réservoir ou dans votre baignoire. D'accord? Gardez cette image mentale-là en tête tout au long des explications. Elle est parfaitement fidèle à la suite des explications que je vais donner sur les aspects énergie. D'accord? Énergie, c'est la masse, la puissance, c'est le débit, et du coup, si vous associez cette énergie à un débit de liquide, l'eau, c'est généralement plus facilement concevable, eh bien, vous retombez sur une image mentale qui correspond parfaitement à la suite des explications. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que je vais vous présenter deux exemples. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser les accumulateurs d'énergie, mais il y en a une ou deux qui sont particulièrement présentes et particulièrement importantes dans les applications pratiques et qui vont prendre évidemment une place tout à fait centrale au niveau de la transition énergétique dans le futur. Donc la première application, c'est probablement celle à laquelle on pense en premier quand on pense au stockage d'énergie, c'est le fait d'ajuster, de faire coïncider une production, donc une puissance entrante qui est fluctuante, potentiellement fluctuante, avec une puissance de sortie, donc une consommation, qui elle
est connu par avance. Donc le premier exemple qui vient en tête, évidemment, c'est l'intégration des ressources renouvelables électriques sur le réseau, qui font que quand vous avez de l'éolien ou du solaire, maintenant vous savez comment ça fonctionne, parce que vous avez eu des cours sur le sujet, vous savez que ces ressources-là sont fluctuantes, elles ne sont pas imprévisibles, elles sont juste fluctuantes, c'est-à-dire qu'on peut arriver à prévoir, par exemple 24 heures à l'avance, si le vent va souffler, et donc on aura de l'énergie éolienne. Par contre, 1 ou 2 mois à l'avance, c'est impossible de savoir, d'arriver à anticiper ce genre de choses. Donc ça reste fluctuant. Et du coup, on ne sait pas exactement longtemps à l'avance quand est-ce que ça va produire. Par contre, on sait à peu près quel va être notre profil de consommation. Donc ça, on en avait déjà discuté. En tout cas, sur le réseau électrique français, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien, qui sont gérés par RTE, donc qui s'occupent du transport d'électricité, qui s'occupent de la prévision sur la consommation. Donc je vous avais aussi mis une vidéo, je vous avais partagé une vidéo avec vous de la chaîne YouTube de Monsieur Bidouille, qui est extrêmement bien faite, où il est dans un centre d'équilibrage de réseau électrique. Donc j'espère que vous avez le temps de jeter un coup d'œil à cette vidéo parce qu'elle est vraiment très, très, très bien faite là-dessus. Et du coup, l'idée, c'est que pour arriver à stabiliser le réseau et pour arriver à avoir une fréquence électrique qui soit stable, il faut toujours arriver à avoir un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Et pour l'instant, ce qui se passe sur le réseau électrique, c'est que quand vous avez des sources fluctuantes qui entrent sur le réseau, comme pour l'instant elles sont en proportion relativement faible par rapport aux sources pilotables, donc par source pilotable en France c'est essentiellement du nucléaire, mais il y a d'autres technologies qui existent, qui sont minoritaires en France mais qui existent par ailleurs, je pense typiquement aux centrales à flamme. Donc ce qui se passe c'est qu'en fonction de ce que produisent les sources fluctuantes, on ajuste les sources pilotables. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si on imagine que on va avoir une fraction des sources fluctuantes qui augmente dans le réseau électrique. À un moment donné, on va être obligé d'utiliser des éléments de stockage. Ça existe déjà, pareil, si vous vous souvenez de la vidéo, il en parle déjà. Donc, des capacités de stockage qui sont essentiellement de nature hydraulique. Donc, c'est des stations de transfert d'énergie par pompage, des STEP, qui permettent d'équilibrer le réseau. Et du coup, c'est exactement le rôle que joue ce type d'élément. C'est-à-dire que vous avez une demande qui est connue par avance. Alors RTE arrive à prévoir 1 heure à l'avance. Donc là, sur le transparent, j'ai fait quelque chose qui était très très caricatural. On va imaginer qu'on a une consommation qui est parfaitement lisse. On veut arriver à produire une puissance qui est continue en sortie. C'est évidemment jamais continu, par contre c'est quelque chose qui est fixé à partir d'une origine qui est fluctuante en entrée. C'est-à-dire que votre production elle est fluctuante pour diverses raisons. Et du coup, on va avoir besoin tantôt de déstocker, tantôt de stocker. C'est-à-dire que lorsque ma production en amont elle est inférieure à ce dont j'ai besoin de fournir en aval, eh bien, je vais être obligé de déstocker. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'énergie qui soit accumulée à l'intérieur de mon système d'accumulation. Et puis au contraire, à ce moment-là, quand la production elle est supérieure aux besoins, eh bien, l'idée c'est de pouvoir arriver à quelque part valoriser. Donc on accumule cette quantité d'énergie supplémentaire pour pouvoir la déstocker plus tard. D'accord? Et là, encore une fois, sur ce diagramme-là, comme vous avez le temps qui est en abscisse et que vous avez la puissance qui est en ordonnée, toutes les surfaces ici en gris correspondent à des énergies qui sont échangées. Donc je reviendrai sur cet aspect-là quand je vous montrerai comment est-ce qu'on dimensionne un accumulateur, mais évidemment, sur une durée suffisamment longue, sur la période d'utilisation de l'accumulateur, vous ne pouvez pas sortir plus que ce que vous avez entré. Donc ça veut dire qu'en fait, la somme de ces surfaces grises-là, algébriquement, c'est-à-dire qu'on va compter celles qui sont en dessous de la droite bleue négative et les autres qui sont positives, eh bien elles doivent pouvoir se compenser. À la fin, vous devez pouvoir obtenir 0. Donc un petit exemple de ça, ça c'est les courbes. Donc j'ai repris des rapports RTE, hein, c'est les données sur le réseau de transport d'électricité, pour l'année 2018 en France. Donc vous avez en coloré, en bleu et jaune, vous avez les ressources éoliennes et solaires, et puis vous avez la consommation totale qui est en rouge. Alors évidemment, vous pouvez regarder sur les deux axes verticaux, vous n'êtes pas du tout sur la même échelle, hein. C'est-à-dire que vous savez que la production solaire et éolienne, ça correspond à de l'ordre de grandeur. Alors ici on voit en puissance max, on est à peu près aux alentours de 10% de la consommation totale, hein. Vous avez une consommation totale qui monte jusqu'à 80 gigawatts sur les jours où on a le pic de production. Donc là, c'est sur 2018, c'était tout début mars, hein, c'est là où on voit la courbe est la plus élevée. Alors que la puissance maximale produite par le couple solaire-éolien, elle se trouve a priori pas loin de la mi-décembre et on est aux alentours de 11 ou 12. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Vous savez maintenant que vous avez l'essentiel de la différence qui est comblé, en France en tout cas, par le nucléaire plus l'hydraulique. Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être si on voulait travailler uniquement avec des ressources de ce type-là. Eh bien, ce qu'on voit ici, quand on superpose toutes ces courbes-là, c'est que si on augmente les puissances installées en solaire et en éolien, même si on les augmente énormément, eh bien, on ne sera pas toujours en phase avec la demande. C'est-à-dire que là, vous avez une demande en rouge. Donc la demande, on en avait déjà parlé, elle a deux fréquences principales qui sont deux périodes temporelles principales qui sont en gros la journée et l'année, un peu de choses près. Et ce qu'on voit en termes de consommation électrique,
Parce que la France est relativement peu équipée de systèmes de climatisation pour l'instant, en tout cas par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a un creux ici en été. D'accord? Donc là, en été, c'est là qu'on a le moins de consommation électrique et la consommation électrique augmente en hiver. On a un système électrique qui est très électrodépendant parce qu'on fait encore beaucoup appel à des ressources électriques pour le chauffage en hiver, notamment ce qu'on appelle le chauffage électrique, donc les convecteurs. C'est une des raisons, hein, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Et du coup, on se retrouve globalement avec une consommation d'énergie qui est plus importante en hiver qu'elle ne l'est en été, alors que si on prend la ressource solaire, là on voit très clairement, c'est la surface qui correspond à la surface orange. Cette surface orange, elle est beaucoup plus importante en été qu'en hiver. Donc là, on voit déjà qu'on a un déphasage sur une échelle d'un an. Maintenant, même sur des périodes plus réduites, je vous invite à jeter un coup d'œil par exemple au mois de février. Donc si on prend le mois de février 2018, c'était visiblement un mois qui alors la légende n'est pas très très bien placée, mais c'était visiblement un mois où il n'y a pas eu énormément de vent pour la saison. Et du coup, on pouvait se retrouver avec une demande qui était beaucoup plus lisse que l'offre, c'est-à-dire qu'une consommation qui était beaucoup plus lisse que la production. Et du coup, si on imagine un jour pouvoir alimenter un réseau électrique via des ressources fluctuantes comme ça veut dire des capacités de stockage, dans ce cas absolument démentielles. Donc j'ai pas terminé le calcul, j'avais fait le calcul il y a quelques temps, mais c'est un calcul un petit peu compliqué. On pourrait pousser plus loin si ça vous intéresse, mais arriver à alimenter l'intégralité du réseau électrique français en supposant qu'on a la même consommation qu'aujourd'hui, uniquement à partir de ressources éoliennes, solaires et un petit peu de pilotable éventuellement à base de biomasse, ça requiert des capacités de stockage qui sont absolument démentielles, qui sont vraiment hors d'échelle par rapport à ce dont on dispose. Et c'est vrai sujet de discussion sur cet aspect-là, hein. C'est vraiment un aspect très compliqué et potentiellement qui fait un peu peur, parce qu'il y a vraiment des capacités à mobiliser qui sont très importantes. Donc ça, c'est un exemple. Alors un autre exemple, peut-être un tout petit peu plus anecdotique, quoique, d'utilisation d'un système de stockage. Donc ça, c'est une centrale solaire que vous connaissez peut-être pas forcément. C'est ce qu'on appelle une centrale solaire thermodynamique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une centrale solaire thermodynamique? C'est un système dans lequel vous utilisez le rayonnement solaire pour chauffer un fluide. Et ce fluide-là, vous allez utiliser sa haute température pour arriver à faire tourner une machine thermique. Donc en gros, pour simplifier, ça fonctionne un petit peu comme une centrale nucléaire, ou comme les grosses machines en tout cas fonctionnent avec des turbines à vapeur. C'est ce qui est ici, hein. Si vous regardez la partie ici en haut à droite, steam turbine, ça veut dire turbine à vapeur. Donc c'est toute la partie à droite du cycle de la machine correspond peu ou prou à ce qu'on a sur une centrale thermodynamique classique. Par contre, ce qui s'appelle le steam boiler, donc vous avez eu votre cours de nucléaire il n'y a pas très longtemps, on a dû vous parler de générateur de vapeur, donc c'est vraiment ça, c'est là où on génère la vapeur qui va faire tourner les machines. Et bien au lieu d'avoir un réacteur nucléaire ou une chaudière fuel à cet endroit-là, vous avez un système de concentrateur solaire. Donc là, en l'occurrence, ce qui a été représenté schématiquement, c'est des concentrateurs qu'on appelle cylindro-paraboliques. Donc vous concentrez le rayonnement solaire pour augmenter la température de votre fluide. Votre fluide sort donc plus chaud et c'est ce fluide plus chaud qui va faire que votre vapeur va s'évaporer, va se vaporiser et du coup vous allez faire tourner votre machine. Évidemment, cette machine-là ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a du soleil, puisque là c'est quand même pas très difficile à comprendre, sauf qu'en pratique il est tout à fait possible et ça existe même notamment, je crois en Californie et dans le sud de l'Espagne, il y a des centrales thermodynamiques qui fonctionnent comme ça et qui en fait allongent leur durée de fonctionnement en utilisant des systèmes de stockage. Donc c'est un petit peu ça, c'est que la production n'est plus là parce que le soleil s'est couché, mais la consommation est toujours là parce qu'il y a une demande. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur les profils de consommation électrique typiques, la pic de consommation électrique, il est le soir, vers 8 heures du soir à peu près. En fonction de la saison, à 8 heures du soir, il peut ne plus y avoir de soleil, hein, c'est ce qui se passe typiquement en ce moment. Eh bien, on peut avoir besoin dans ces cas-là de décaler un petit peu la consommation par rapport à la production et on peut le faire via un élément de stockage. Et c'est exactement ce qui est représenté ici. Donc là, en l'occurrence, ça se fait avec des sels fondus à haute température. Je ne rentre pas dans les détails technologiques, mais c'est juste pour vous dire que le mode de fonctionnement fait que ici, on a un concentrateur solaire qui a une capacité un peu plus élevée que ce dont on a besoin. On va remplir au fur et à mesure de la journée ces réservoirs-là, en plus d'alimenter la machine elle continue à tourner. Et puis à partir du moment où le soleil s'est couché, cette partie-là du circuit n'est plus valide. Par contre, on continue quelques heures, c'est pas toute la nuit, hein, mais quelques heures en tout cas pour aider à combler la pointe de consommation de 20 heures par exemple. On continue à faire tourner la machine quelques heures en vidant les réservoirs qui sont ici. Et le lendemain matin, évidemment, on recommence le cycle et en faisant ce décalage-là, eh bien, on arrive un petit peu comme ça à ajuster de manière beaucoup plus efficace la production et la consommation d'énergie, en l'occurrence ici de l'électricité. Donc ça, c'est le premier exemple d'utilisation de dispositifs de stockage. Il y a un deuxième exemple que vous connaissez peut-être un peu moins, parce que c'est un peu moins courant, mais c'est aussi très utile. C'est le principe qui consiste en fait à avoir à anticiper une consommation qui va être relativement importante et à combler cette consommation en ajustant la production en amont. Donc là, c'est vraiment quelque chose de
c'est une autre utilisation, et c'est pas nécessairement dans le même contexte, mais ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc je vous montre à quoi ça correspond. Ici, vous avez une consommation. Donc on peut prendre par exemple le cas du chauffage d'une maison. Vous savez qu'à un moment donné, vous aurez besoin de plus chauffer une maison. Typiquement la nuit, vous chauffez peu. Je vous conseille de chauffer peu, c'est pas très bon de dormir avec des températures trop élevées. Donc vous chauffez plus la journée que la nuit, et du coup vous avez comme ça ce pic de consommation qui existe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous voulez dimensionner votre système de chauffage, vous devez le dimensionner pour que votre puissance vous permette de combler le max. D'accord? On dimensionne comme ça. Donc vous avez une chaudière, vous avez des radiateurs, vous avez tout un système, chaudière plutôt que radiateur d'ailleurs. La chaudière va être dimensionnée pour pouvoir vous produire le chaud au point maximum. Évidemment, si elle n'est pas assez puissante pour couvrir le maximum de demande, ben, vous n'aurez pas la température dont vous avez besoin au maximum, au point le plus critique pour le fonctionnement de la machine. Et du coup, ça peut vous impliquer des coûts d'investissement qui sont élevés. D'autant que si on regarde ce qui se passe ici à droite ou à gauche du diagramme, c'est des moments où la demande est moindre. Donc ça veut dire que votre machine, votre chaudière en l'occurrence, elle va travailler un peu en sous-régime, ce qui n'est pas très problématique pour une chaudière, mais pour d'autres convertisseurs d'énergie, ça peut l'être. Ça dépend des machines qu'on considère. Eh bien, ce qui peut être intéressant de faire, c'est en fait d'intercaler un élément de stockage, c'est-à-dire que je vais utiliser un élément de stockage entre typiquement mon système de chauffage et puis mon besoin. Et cet élément de stockage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accumuler un peu quand on n'en a pas besoin, et il va déstocker, il va se vider lorsqu'on en a besoin, en fait. Et du coup, il va gérer en fait cet effet tampon. Et l'intérêt de ça, c'est que vous arrivez assez facilement à sous-dimensionner légèrement votre convertisseur en amont, votre machine en amont. Vous faites une machine qui est plus petite, mais par contre qui tourne tout le temps, donc qui va tout le temps alimenter un réservoir. Et quand vous avez besoin de cette pointe de puissance, vous piquez dans le réservoir. Et ça vous permet d'avoir ce qui correspond à des systèmes qui sont plus petit, qui fonctionne mieux. Enfin bon, il y a il y a un gain d'investissement qui peut se faire. Il y a un autre exemple qu'on peut imaginer, c'est une trottinette électrique, hein, un vélo électrique plus précisément. Qu'est-ce qui se passe avec un vélo électrique? Eh bien, vous fournissez la puissance la plupart du temps. Lorsque vous avez un surplus, vous n'en avez pas besoin, vous chargez la batterie. Par contre, quand vous avez une montée, eh bien c'est là que le moteur électrique commence à vous aider. Et là, du coup, il commence à vous filer la puissance dont vous avez besoin pour monter la côte. Et puis à la descente d'après, ce qui va se passer, c'est que le surplus d'énergie dont vous disposez, vous allez l'utiliser pour remplir votre batterie, parce que du coup, ça se fait dans les deux sens. C'est l'avantage de ces véhicules électriques. Donc, un vélo électrique, c'est typiquement un exemple de ce genre-là. Alors, je vous montre un autre exemple, un tout petit peu différent, qui concerne un système de climatisation. Donc, le système de climatisation, basiquement, donc vous avez ici à droite ce qu'on appelle air handler, c'est en fait c'est une centrale de traitement d'air, hein. Donc, vous avez le outside air qui correspond à l'air extérieur. Vous allez le passer dans votre système, dans votre centrale de traitement d'air, pour en faire un air froid. Par exemple, parce qu'il fait très chaud dehors. Ce qui se passe la plupart du temps pour ça, c'est que vous avez un circuit, alors c'est de l'eau froide, c'est de l'eau glycolée qui passe dedans. Euh, et en fait, cette eau glycolée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être plus froide que l'air et elle va refroidir l'air quand l'air passe dans la centrale de traitement d'air. Et généralement, cette eau glycolée, pardon, elle est produite par un groupe de réfrigération, donc on appelle un chiller. Donc c'est ce que vous avez ici à gauche. C'est c'est marqué glycol chiller parce que c'est de l'eau glycolée qu'on met dedans. Un chiller, c'est une machine frigorifique qui produit de l'eau à basse température. Et du coup, bah, évidemment, l'idée c'est que si vous n'avez pas de dispositif de stockage, vous devez dimensionner votre chiller pour arriver à produire la puissance sur le max de demande. Donc en plein été, le max de demande c'est midi, c'est là où le soleil est au plus haut, c'est là où il fait le plus chaud. Et là, vous avez besoin d'avoir des clims qui produisent énormément de puissance. Donc vous avez une grosse clim, un gros groupe froid qui va alimenter le système de traitement d'air. Sauf que le reste du temps, par exemple, quand vous êtes en début de matinée ou en fin d'après-midi, où là la demande elle est bien moindre, surtout en matinée, la fin d'après-midi ça peut être un peu plus chaud, mais la matinée c'est quand même faible, eh bien votre groupe froid il peut avoir besoin de tourner, mais il va tourner en sous-régime. Et autant pour une chaudière, comme on disait tout à l'heure, travailler en sous-régime c'est pas nécessairement un problème, autant pour un groupe frigorifique c'est assez compliqué. Parce que du coup on se retrouve avec des performances qui baissent et on sous-utilise en fait la machine. Et du coup l'idée qui est représentée dans ce schéma-là, c'est de dire je ne vais pas directement connecter mon système de traitement d'air à ma machine de réfrigération. Je vais mettre un accumulateur d'énergie entre les deux. Alors, en l'occurrence, c'est un accumulateur de froid. Qu'est-ce que c'est qu'un accumulateur de froid? C'est un bac d'eau. Voilà, de l'eau. On met du glycol dedans. Alors, j'ai pas précisé pourquoi est-ce qu'on met du glycol. Le glycol, c'est un composé qui permet à l'eau de ne pas geler quand elle est à 0 degré. Donc, de l'eau glycolée, potentiellement, vous pouvez la descendre à plus basse température si vous avez besoin. Elle ne va pas geler. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que on va utiliser un chiller ou une machine frigorifique plus petite. Cette machine frigorifique, son boulot, ça va être de maintenir froide le bac qui retient le froid, donc de l'eau à basse température. Et en fait, c'est cette eau à basse température qui va alimenter le système de traitement d'air. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand il y a le pic de demande en froid qui correspond au milieu de journée en plein été, eh bien
la machine de traitement d'air, la centrale de traitement d'air, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le froid sur le réservoir. Donc en fait, elle va prendre de l'énergie dans le réservoir. Donc le réservoir, en termes d'énergie, va se vider. Ça ne veut pas dire que sa température va changer, parce que généralement, on met des matériaux à changement de phase dedans. Mais en gros, on va prendre le froid dont on a besoin dans le réservoir, et pendant ce temps-là, la machine frigorifique, elle alimente en continu. Et du coup, en faisant ça, on arrive à déphaser ce qui correspond à la demande dont on sait qu'elle est variable, et on sait à quel moment elle est variable, avec une production, avec un apport de puissance en amont, qui lui peut être régulier. Et du coup, en faisant ça, eh bien, on a une machine frigorifique qui est plus petite, donc on va réduire les coûts d'investissement. On va la faire fonctionner uniquement sur un régime, donc ça permet d'optimiser pour avoir un COP qui est très très bon. Donc en règle générale, même si la machine tourne plus longtemps, quand on additionne les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, on arrive à un système qui est plus efficace. Et les systèmes de stockage, en l'occurrence, ici, sont pas très chers. C'est pas de la technologie très avancée. C'est pas des batteries électrochimiques ultra compliquées, hein. C'est un gros bac de flotte avec plein d'eau dedans et puis éventuellement quelques matériaux à changement de phase qu'on met dedans. L'investissement, il est quand même relativement modeste. Par contre, ça permet d'avoir de vrais gains d'efficacité. Donc voilà, ça, c'est les deux applications principales des systèmes de stockage d'énergie. Il y en a probablement d'autres qu'on pourrait prendre en compte. Pensez tout simplement voilà, à vos téléphones, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie dans un téléphone? C'est parce que vous ne pouvez pas tout le temps vous balader avec le truc sur le réseau. Donc de temps en temps, c'est connecté pour charger et le reste du temps, vous allez tirer sur la batterie. Donc là, vous allez vous retrouver avec des temps de charge qui vont être relativement courts. Ça prend bien une heure ou deux, même pas, pour se charger. Par contre, vous allez l'utiliser ensuite pendant 2 jours. Donc là, vous avez vraiment un déphasage entre l'apport de puissance et la consommation, et puis en plus avec des temps de chargement et de déchargement qui sont très très différents. Donc ça, c'était les deux principaux exemples. Alors, avant que je passe aux aspects les plus formels des accumulateurs d'énergie, je vais introduire 2-3 éléments de vocabulaire qu'il est important d'avoir en tête. Lorsqu'on parle de capacité d'un accumulateur, la capacité d'un accumulateur, c'est grossièrement la quantité d'énergie maximale que vous pouvez stocker à l'intérieur et que vous pouvez utiliser pour un usage précis. Donc, cette capacité-là, la plupart du temps, en tout cas nous, on ne va considérer que des capacités qui sont en watts-heure ou en joules, généralement c'est plutôt en watts-heure. Pour les accumulateurs électrochimiques, même si c'est en train de changer, c'est encore très souvent en ampères-heure, hein. Si vous regardez les capacités que vous avez sur vos batteries de téléphone, d'appareils photo ou autres, vous regardez, c'est des capacités qui sont en ampères-heure. Les électriciens en règle générale utilisent plutôt les capacités en ampères-heure. Après, si vous voulez arriver à remonter à des énergies, étant donné qu'une énergie c'est juste une tension électrique une puissance plutôt, c'est tout simplement une tension électrique par un courant, il suffit juste de multiplier par la tension de cellule pour avoir la capacité en watts-heure. Donc en électrochimie, on a les capacités en ampères-heure, mais de manière générale, c'est plutôt en watts-heure. Donc ça, c'est l'aspect physique, la quantité d'énergie, capacité stockée. Et puis ce qu'on appelle l'état d'énergie. Alors très souvent, on utilise l'acronyme en anglais qui est State of Energy, c'est en fait la quantité d'énergie qui est accumulée à l'intérieur sur la capacité. Donc en gros, c'est le pourcentage. Quand vous avez votre téléphone et que vous avez en haut à droite un pourcentage qui vous dit, le mien en dessous de 30%, il commence à dire attention, c'est vide, je trouve que c'est un peu raide, mais bon, et que ça commence à devenir un peu rouge, eh bien ce 30% là, c'est ce qu'on appelle l'état d'énergie, c'est le state of energy. Donc c'est juste le rapport de la quantité d'énergie qui est stockée à un moment donné dans l'accumulateur par rapport à la capacité totale que vous avez de l'accumulateur. Euh, et évidemment, dans le cas des convertisseurs, des accumulateurs électrochimiques, on utilise plutôt ce qu'on appelle l'état de charge ou le state of charge, mais qui revient au même, c'est juste qu'à la place d'avoir des watts-heure ou des joules, vous avez des ampères-heure. Mais la signification physique, elle est exactement la même. Maintenant, comment est-ce qu'on dimensionne? D'après ce qu'on a déjà dit, vous avez vu qu'on a la possibilité de pouvoir, quand on veut dimensionner, quand on veut choisir un accumulateur pour une application particulière, on a deux contraintes qui sont des contraintes de puissance et des contraintes d'énergie. Donc la contrainte de puissance, c'est est-ce qu'on peut fournir la puissance dont on a besoin à un moment donné? Et puis la contrainte d'énergie, c'est est-ce que je vais en avoir stocké suffisamment pour que sur la durée de fonctionnement, j'arrive à faire coïncider les puissances de production et les puissances de consommation. Donc cette partie-là, elle est très technique. Enfin, mathématiquement, c'est un peu compliqué, un tout petit peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter grosso modo comment est-ce que ça fonctionne, sans nécessairement rentrer dans les détails. Donc, vous voyez, vous le verrez pas, mais je vous ai épargné pas mal d'équations derrière parce que c'est pas nécessaire. Je voudrais juste, par contre, que vous compreniez la philosophie de dimensionnement, quelle est l'approche qu'on utilise pour arriver à dimensionner ce type de système. Et puis surtout que vous gardiez en tête que la distinction fondamentale entre dimensionnement en énergie et dimensionnement en puissance, elle est absolument essentielle. Je reviendrai très largement là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc comment est-ce qu'on dimensionne en puissance? C'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit un élément d'accumulation pour qu'à un moment donné, il soit capable d'échanger les puissances dont on a besoin? Eh bien, ça, c'est simple à partir du moment où on connaît les profils de consommation et les profils de production. Donc nous, on va conserver cette hypothèse-là pour l'instant, en supposant qu'on connaît à la fois la production et la consommation. Eh bien, il suffit, par exemple ici, de considérer un graphique dans lequel vous avez production et consommation. Et puis,
À un moment donné, lorsque votre différence entre la production et la consommation est maximum, eh bien là, potentiellement, c'est là que vous avez la puissance de charge qui est la plus importante. Donc ça veut dire que quand vous allez dimensionner votre puissance de charge, si vous voulez que toute cette énergie-là, toute cette puissance-là puisse être récupérée, donc toute l'énergie c'est la surface et toute la puissance c'est uniquement la hauteur, eh bien vous allez devoir dimensionner votre élément d'accumulation pour qu'il soit capable d'absorber cette puissance-là. Vous pouvez aussi ne pas le faire, vous pouvez très bien avoir un élément qui soit un peu plus petit en puissance, et du coup ce qui va se passer c'est que vous allez écrêter. C'est-à-dire qu'en fait votre production va pas, l'intégralité de votre production ne rentrera pas dans l'accumulateur, il va y en avoir une partie qui sera perdue, qui sera dissipée, qui ne rentrera pas. Donc ça peut aussi dans certains cas être un choix qu'on peut faire par exemple pour des raisons économiques. En tout cas, si vous avez vos profils de production et vos profils de consommation, vous prenez le maximum de différence dans le sens production moins consommation, vous avez la puissance de charge. Alors évidemment, vous avez compris, logiquement, à partir du moment où on veut calculer la puissance de décharge, il faut faire la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire quelle est la différence maximale entre la production et la consommation, enfin la consommation et la production dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait on décharge au maximum à partir du moment où on se retrouve avec une consommation max pour une production mine, et du coup c'est bien la différence entre la consommation et la production qui vous donne le dimensionnement en puissance. Donc en règle générale, quand vous avez les profils de puissance, les dimensionnements en puissance sont très simples. Il suffit juste de tracer les deux graphes et de regarder à quel endroit est-ce que c'est maximal pour arriver à déterminer les valeurs de ces puissances-là. Le dimensionnement en l'énergie, il est un poil plus coton. Donc là, je vais vous demander de vous concentrer quelques minutes. Ça ne va pas durer très très longtemps. Je voudrais juste que vous ayez la philosophie du truc. Attention, là je change de graphe. C'est-à-dire que dans ce graphe-là maintenant, en ordonnée, ça n'est plus la puissance, c'est l'énergie. Donc j'ai intégré cette puissance sur l'intervalle de temps. Donc ce qui se passe, c'est que si je reprends ma courbe de consommation, à un instant donné ici, la valeur qui correspond à la courbe, en fait, c'est la quantité totale d'énergie qui a été accumulée au fil du temps. D'accord. Donc c'est une courbe qui ne peut, en tout cas pour la consommation, parce que ça ne peut, c'est toujours dans le même sens, c'est des courbes qui ne peuvent qu'augmenter. C'est des courbes qui sont croissantes. Quand vous prenez l'ordonnée pour une abscisse donnée, eh bien cette ordonnée correspond à tout ce qui a été accumulé jusque-là. Et du coup, pour dimensionner en énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre la consommation. Donc il faut connaître le profil, il faut intégrer. Alors, intégrer, ça a l'air compliqué comme ça. Sous Excel, c'est une somme, hein, c'est extrêmement simple. Donc, vous faites l'intégrale de cette consommation. Donc, ça, c'est l'énergie, c'est l'énergie sortante accumulée, en fait. Quelle est la quantité d'énergie qui doit être accumulée, qui doit être produite par l'accumulateur sur la durée de fonctionnement de la machine. Vous faites la même chose sur la production. D'accord. Donc, quelle est en fait l'intégrale de la production, donc la quantité d'énergie qui rentre mais accumulée au fur et à mesure du temps. Donc, vous avez ces deux courbes-là. Encore une fois, c'est très simple à faire par une somme sous Excel. Et ce que vous faites, c'est que vous allez faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tracer la différence entre production et consommation. Donc ça va vous donner une nouvelle grandeur qui va être positive sur cette partie-là et puis négative en dessous. En fait, vous avez juste inversé les signes. Évidemment, elle vaut 0 à partir du moment où ces deux courbes-là se coupent. Et en fait, une fois que vous avez tracé ça, eh bien, déterminer la capacité, c'est tout bête. Il suffit juste de prendre le maximum entre le maximum de variation de cette grandeur-là. C'est-à-dire une fois que vous avez tracé cette différence production moins consommation, en règle générale, vous avez ce type de variation. Vous prenez le maximum là et vous avez la capacité nécessaire pour arriver à faire coïncider parfaitement votre production avec votre consommation. Donc c'est ce calcul-là qu'on fait pour obtenir, c'est un poil plus compliqué, mais en fait pas tant que ça, quand on a l'habitude, ça se fait. La vraie difficulté qu'il y a avec ça, et je reviendrai peut-être un petit peu dessus parce que c'est un peu plus compliqué, c'est que en règle générale, on ne connaît pas avec une très grande précision les profils de production ou de consommation. C'est-à-dire que quand on dimensionne un élément, un accumulateur, bah, par exemple, parce qu'on est en installation renouvelable et puis qu'on veut arriver à lisser la production en sortie, à un moment donné, quand on installe une éolienne, on sait statistiquement combien de temps on va produire à la puissance nominale, on sait combien de temps statistiquement on ne produira pas, mais par contre on est incapable de dire tel jour, le 8 avril à 10 heures, je vais avoir telle puissance. Donc si on veut arriver à obtenir ce profil de puissance heure par heure, sur une nouvelle installation, on l'a pas, parce que ça dépend de l'endroit où on se trouve, ça dépend de la météo, ça dépend de choses comme ça. Donc rigoureusement, quand on veut dimensionner un accumulateur d'énergie, et c'est ce qui se fait en pratique, eh bien, on passe par des approches probabilistes. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il faut tout simplement avoir des courbes probables. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec des profils de consommation et des profils de production probables, et on va tout calculer en probabilité. Et on va dire, pour couvrir tant de pourcents des besoins, en supposant que, par exemple, la production suit des lois de probabilité, je m'étends pas là-dessus, je pense que vous avez compris à peu près quelle était l'idée. Alors, si on passe maintenant sur une application, je voudrais insister sur l'aspect, la différence entre puissance et énergie. Donc, on va prendre une application qui est celle d'un véhicule électrique qui va passer d'une certaine vitesse, par exemple sur autoroute, donc vous êtes à 130 km/h, parce que vous respectez les limitations de vitesse, c'est très bien, et vous allez sortir de cette autoroute via une bretelle, et du coup, au bout de 10 secondes, vous allez freiner, au bout de 10 secondes, votre véhicule qui initialement pèse une tonne, tout compris, arrive à 90 km/h en sortie de cette bretelle d'autoroute. Imaginons que ce véhicule donc soit un véhicule électrique et qu'on cherche à récupérer cette quantité d'énergie.
et on va la récupérer pendant un intervalle de temps. Donc ça nous pose la question de la quantité d'énergie et de la quantité de puissance qu'on peut espérer récupérer. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, si je reprends un tout petit peu le problème, donc là je vais vous montrer à la main ce que ça donne, évidemment, c'est l'intérêt aussi de ce type de fonctionnement. Initialement, lorsque vous étiez donc en fonctionnement, je vais essayer de faire pour que la vidéo soit, voilà, qu'on voit bien où je suis. Donc, l'énergie initiale correspond en fait à l'énergie cinétique qui est portée par votre véhicule lorsque ce véhicule se trouve à sa vitesse initiale, c'est-à-dire à 130 km/h. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un E de, on va dire T égale à 0, qui fait 1 demi de m V2, d'accord? Ça c'est la formule de l'énergie cinétique. Et du coup, je me retrouve avec 1 demi fois 1000 kg fois la vitesse au carré. Alors la vitesse est en kilomètres par heure, évidemment, il faut la passer en mètres par seconde pour avoir l'énergie. Donc je me retrouve avec un 130 sur 3,6 au carré. J'obtiens l'équivalent de 652 kJ d'énergie. Donc les 652 kJ d'énergie, c'est l'énergie qui est contenue du fait du mouvement du véhicule au moment où vous allez aborder la phase de décélération. D'accord? Et du coup, vous freinez, vous arrivez en sortie de la bretelle d'autoroute et vous vous retrouvez à 90 km/h. Donc vous avez perdu l'énergie là, et c'est cette énergie, cette différence d'énergie qu'on va chercher à récupérer à l'intérieur de la batterie. Ou de l'accumulateur, on verra quel type d'accumulateur on peut utiliser pour ça. Et donc du coup, ma deuxième énergie, en t égale à 10 secondes, donc c'est après la phase de freinage. Donc la masse n'a pas varié, hein, personne n'est tombé du véhicule entre-temps, en tout cas j'espère pour vous. Et du coup on se retrouve avec 1 demi fois 1000 ici, fois, mais cette fois-ci c'est 90 sur 3,6 au carré. Et donc du coup, lorsqu'on obtient ça, on a à la fin quelque chose qui vaut 312,5 kJ. Donc j'essaie d'écrire, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Et du coup, la quantité d'énergie qu'on va récupérer entre la phase initiale de vitesse du véhicule et la phase finale, c'est-à-dire, je vais le noter comme ça, delta E, c'est E de t égale à 0 moins E de t est égal à 10 secondes. Dites-moi si c'est écrit suffisamment gros, j'ai l'impression que oui. Eh bien, on se retrouve avec un 652 moins 312,5, ce qui me fait, tout compte fait, 339,5 kJ. Lorsque je convertis ça en watts-heure, donc on avait déjà vu ensemble comment est-ce qu'on faisait cette conversion, j'obtiens une énergie équivalente à 94 watts-heure. D'accord? Donc 94 watts-heure, si vous vous souvenez, c'est l'ordre de grandeur d'un esclave énergétique, du travail que vous pourriez faire. Donc je vous avais posé cette question-là. À peu près l'ordre de grandeur de ce qu'un travailleur de force peut faire en une journée. Donc c'est comme une énergie qui à l'échelle d'un humain n'est pas négligeable. Évidemment, là vous avez un véhicule qui fait une tonne, hein, donc les énergies mises en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça c'est la quantité d'énergie. Par contre, quelle est la quantité de puissance? Parce qu'un accumulateur, ça doit travailler dans les deux dimensions, à la fois dans la dimension énergie et la dimension puissance. Eh bien, comment est-ce qu'on fait? Maintenant, vous savez, la puissance, c'est une variation, c'est un échange d'énergie qui est rapporté à un intervalle de temps. Et du coup, si je veux déterminer ce qui correspond à cette puissance-là, eh bien, je me retrouve avec, je vais noter ça comme ça, là, vous avez une puissance moyenne. Cette puissance moyenne, c'est donc la variation d'énergie sur l'intervalle de temps. Donc, je me retrouve avec un, je vais le mettre plutôt d'ailleurs en kilojoules, parce que kilojoules que je divise par des secondes, évidemment, ça me fait des kilowatts. Donc je me retrouve avec un 339,5 kJ que je divise par des secondes. Donc des kilojoules divisé par des secondes, ça fait des kilowatts. D'accord? Donc on voit qu'on est aux alentours de 34 kilowatts de puissance. Donc là, je suis à 34 kilowatts de puissance. Alors, du coup, ça veut dire que, et ça on le verra juste après, euh, potentiellement, on va avoir un accumulateur qui va devoir en fait échanger proportionnellement beaucoup plus de puissance qu'il ne stocke d'énergie. Donc je vais introduire ce concept-là juste après. On est plutôt sur un accumulateur de puissance que sur un accumulateur d'énergie, parce que le temps de chargement, dans ce cas-là, est faible. 10 secondes, ça reste relativement faible. Je vous montrerai les différentes ordres de grandeur. Et du coup, quand on dimensionne un élément comme ça, eh bien, il faut que ces dimensions soient compatibles. Quand on choisit la technologie il faut que ces technologies-là soient compatibles avec le besoin qu'on a, à la fois en termes d'énergie et en termes de puissance. D'accord? Donc ça, on va réutiliser, je vais garder ça dans un coin. Ces données-là dans un coin, on les utilisera un tout petit peu tout à l'heure pour arriver à comparer différentes technologies. Donc là, vous avez un besoin en énergie, vous avez un besoin en puissance. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour faire le choix entre les différentes technologies pour ça? Donc,
Comme je vous disais, on vient de voir, il y a des fois des accumulateurs qui ont besoin plutôt de stocker de la puissance et d'autres qui ont plutôt besoin de stocker de l'énergie. Dans le cas, enfin, c'est un abus de langage, hein, je vais préciser mon propos juste après. Pour le cas des systèmes embarqués, évidemment, la question qui se pose, c'est la question de la masse. Parce que si vous avez besoin, pour arriver à stocker, par exemple, cette énergie récupérée au freinage, de rajouter 300 kg de batterie sur votre véhicule, vous allez augmenter de 30% sa masse, ça ne va pas être possible. Économiquement, ça ne sera pas du tout rentable. D'autant qu'à chaque fois que vous augmentez la masse d'un véhicule, il faut aussi augmenter la puissance de motorisation. Donc c'est un petit peu ça devient un cercle vicieux et ça devient assez vite compliqué. Donc ce qu'on fait généralement, notamment pour les véhicules, c'est qu'on rapporte ça à la masse. Donc on a ce qu'on appelle des puissances spécifiques et des énergies spécifiques. Donc on va voir, ben, tant de kilogrammes de batterie, ça peut nous stocker tant d'énergie en watts-heure, ou ça peut échanger tant de puissance en watts. Et du coup, on a une énergie spécifique qui est en watts-heure par kilogramme, et une puissance spécifique, que j'ai noté ici avec un petit point, c'est les mêmes notations que j'avais utilisé dans les précédents cours, qui est en watts par kilogramme. Évidemment, à ça, il n'y a pas que l'histoire de la masse, il y a aussi l'histoire du volume, parce qu'il ne faut pas que l'intégralité du coffre de votre véhicule soit prise par les systèmes de récupération d'énergie. Vous savez peut-être que sur les véhicules électriques, c'est aussi un problème, on se retrouve avec beaucoup de batteries à trimballer. Et donc du coup, on peut aussi ramener ces énergies et ces puissances spécifiques à des volumes en mètres cubes embarqués sur le véhicule. Et on arrive à représenter ça avec un outil graphique qui est très très courant. Il faut vraiment avoir vu ça. Ça, c'est un truc. Le maîtriser, bon, après la maîtrise, elle se fait avec l'habitude. Par contre, il faut vraiment que vous ayez entendu parler de ça si vous voulez parler d'éléments de stockage, notamment dans le cas électrochimique, mais ça commence aussi à se généraliser à d'autres technologies. C'est ce qu'on appelle le plan de Ragon. Donc en français, on le prononce Ragon. Comme Ragon était américain, ça devrait plutôt se dire Ragoni, mais enfin bon, on va considérer la prononciation à la française qui est le plan de Ragon, ou le diagramme de Ragon. Alors qu'est-ce que c'est que ce diagramme-là? Ce diagramme-là, il a comme principe de base de représenter la puissance spécifique, attention la puissance, donc la quantité de puissance que vous devez produire par unité de masse d'accumulateur en coordonnées horizontales. Et puis en coordonnées verticales ici, vous allez représenter ce qui correspond à la quantité d'énergie spécifique. Donc en gros, un accumulateur, plus il pourra stocker d'énergie, plus il va se trouver haut sur le diagramme, plus il pourra stocker de puissance, plus il va se trouver à droite sur le diagramme. C'est comme ça que ça se représente. Et la plupart du temps, ça se fait aussi en coordonnées logarithmiques, parce qu'on peut se retrouver avec des systèmes avec des échelles extrêmement différentes. Si vous considérez la batterie d'un téléphone et puis un barrage hydroélectrique de stockage de l'énergie, les quantités d'énergie en jeu ne sont pas du tout des mêmes ordres de grandeur. Donc vous avez besoin, pour pouvoir comparer ces types de technologies, de mettre ça sur un diagramme logarithmique. Et du coup, lorsque vous avez la puissance sur une coordonnée et l'énergie sur une autre coordonnée, bah, vous savez que ce qui est lié l'un à l'autre, c'est le temps. Donc vous pouvez introduire ce qu'on appelle les constantes de temps, de charge et de décharge de vos éléments. Donc si je prends un exemple tout bête, je vais pouvoir vider mon accumulateur, je vais pouvoir produire 1 kW, j'ai besoin d'un système qui me produise 1 kW, mais je n'ai besoin de produire ce kilowatt que pendant une seconde. Une seconde, ça peut paraître court. Il y a des systèmes d'accumulation d'énergie dont l'objectif est de se remplir et de se vider à très haute fréquence, donc avec des temps qui peuvent correspondre à la seconde, voire moins. Ça dépend des systèmes d'accumulation. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que ce n'était pas l'objectif, mais il y a des technos qui, par exemple, servent à lisser, à couper les hautes fréquences, donc les perturbations de fréquence sur certains réseaux électriques. Et on peut utiliser des systèmes pour ça qui réagissent avec des fréquences très très élevées. Et du coup, on peut se retrouver avec des temps de remplissage vidange qui sont même en dessous d'une seconde. En tout cas, le fait est que à partir du moment où je veux produire une puissance pendant un certain intervalle de temps, ça va me donner une capacité. Et donc vous voyez que si je veux produire l'équivalent de 1 kW par kilogramme embarqué pendant une seconde, eh bien, ça m'implique automatiquement une énergie, donc on sait calculer, qui est de l'ordre de qui est 0,278 Wh. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant si cette puissance-là, je ne veux pas la produire pendant une seconde, mais pendant une minute? Eh bien, pensez à votre réservoir d'eau. Videz votre réservoir d'eau, vous voulez produire, bon, je ne vais pas faire la manip avec une bouteille d'eau parce que vous imaginez le désastre, mais en gros vous avez une petite bouteille d'eau, vous voulez disposer du débit, vous la videz en une seconde, très bien, un verre d'eau par exemple. Maintenant si vous voulez faire la même chose mais que ça se vide en une minute, vous avez besoin d'une bouteille beaucoup plus grosse. Ben, c'est exactement la même chose pour un accumulateur d'énergie, c'est-à-dire que si je veux pouvoir produire la même puissance mais pendant une minute, eh bien, automatiquement je vais avoir besoin d'une capacité beaucoup plus importante ici, et donc du coup je vais me déplacer vers le haut dans le diagramme de Ragon. Même chose si je pousse la logique avec une heure, alors là évidemment je vais beaucoup plus loin, et ben, par définition, si vous voulez produire 1 kW pendant une heure, vous avez besoin de stocker une énergie de 1 kWh par kilogramme dans ce cas-là. D'accord?
Et du coup, quand on utilise ce diagramme-là, qu'est-ce que ça donne quand on compare différentes technologies de stockage? Donc là, je vous en ai présenté quelques-unes, il y en a plein d'autres, hein. Là, je suis resté purement sur les accumulateurs électriques. Donc vous avez certains, je pense que vous connaissez la batterie plomb. Voilà, on reviendra souvent parce que c'est un peu c'est l'ancêtre, c'est la mamie des batteries, mais qui fonctionne encore pas trop mal pour plein d'applications pratiques. Donc la batterie plomb, c'est celle que vous avez sur les véhicules pour le démarrage. La batterie d'un véhicule, généralement, c'est du plomb. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas forcément contraint. C'est un peu lourd, mais enfin, c'est par rapport à la taille du véhicule, par rapport à la masse du véhicule, c'est pas énorme. Et surtout, on l'utilise peu. Juste au moment du démarrage, donc généralement les batteries plomb, elles arrivent à tenir plusieurs années sur les véhicules sans aucune difficulté. Ensuite, vous avez d'autres autres types de batteries dont vous avez entendu parler, donc les NiMH et, et les lithium-ions. Donc, les lithium-ions, c'est une technologie sur laquelle beaucoup de gens misent, parce que c'est ce qu'on envisage et ce qui est déjà utilisé en partie pour équiper notamment les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Parce qu'il se trouve que, et on le voit sur ce diagramme ici, elle a quand même une densité à la fois en énergie et en puissance qui est intéressante. Sur ce diagramme-là, on voit bien que à partir du moment où vous avez une surface qui est couverte par les rectangles et qui est très importante, c'est que vous avez potentiellement un usage euh, polyvalent de votre ressource. D'accord? Et donc, du coup, tout ce qui est lithium-ion ici ou NiMH, ces deux technologies de batterie-là, si vous regardez en termes de énergie spécifique, vous vous retrouvez avec l'équivalent d'une centaine de watts-heure par kilo au maximum pour le NiMH. En termes de puissance, on peut aller en gros jusqu'à 1 kW par kilogramme, donc 1 kg de batterie NiMH dans la meilleure technologie. Alors évidemment, c'est grossier, hein, c'est pas pour un modèle particulier, c'est juste une gamme pour une technologie donnée. Eh bien, 1 kg de ce type de batterie va être capable de vous produire l'équivalent de 1 kW et de pouvoir stocker l'équivalent de 100 Wh. Et du coup, vous vous retrouvez ici, si vous regardez les diagonales, avec un temps qui se situe quelque part entre la minute et l'heure. Donc si vous avez besoin d'avoir ce type de recharge pour une certaine durée, eh bien, ça peut valoir le coup d'investir dans ce type de technologie pour faire du stockage. Donc c'est ça, c'est intéressant aussi sur ce diagramme-là d'arriver à repérer où sont les constantes de temps. Donc là, vous avez une constante de temps qui est importante, c'est l'heure. Donc l'heure, évidemment, vous multipliez ça par 24, vous avez à peu près une journée. Et bien vous voyez que si vous regardez sur cette partie-là du diagramme, les batteries NiMH ou les batteries lithium-ion sont capables d'alimenter des systèmes pour des durées qui correspondent à des jours sans trop de difficultés. Et puis ensuite, en dehors de ces trois technologies de batterie, donc le plomb, le NiMH et le lithium-ion, vous avez deux autres technologies que j'ai rajoutées là-dessus. Une dont vous avez déjà entendu parler, qui est la pile à combustible. Alors c'est un abus de langage, hein, parce que la pile à combustible, son boulot, c'est juste de prendre de l'hydrogène et de faire de l'électricité. En fait, je devrais dire stockage hydrogène. C'est-à-dire que vous avez un réservoir avec de l'hydrogène quelque part, quelle que soit la manière dont c'est stocké. Vous avez un électrolyseur qui va consommer du courant pour produire de l'hydrogène, on en avait déjà discuté lors du second cours notamment, et en fait cet hydrogène-là, une fois que vous l'avez stocké, vous devez repasser dans la machine pour refaire du courant, via une pile à combustible. Donc en fait je devrais dire pile à combustible réversible, parce qu'elle peut faire aussi électrolyseur. Voilà, que ce soit clair là-dessus, ça veut dire hydrogène. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec de l'hydrogène? Eh bien, c'est que vous allez vous retrouver avec des capacités beaucoup plus importantes potentiellement par rapport à des batteries, attention, rapportées au nombre de kilos. Donc là, on peut se retrouver avec quelque chose comme donc 200, 300, 400, on est aux alentours de 500 Wh par kilogramme. Par contre, en puissance, on est plus faible. C'est-à-dire que là, on ne va pas se retrouver avec des puissances très importantes par kilogramme. Évidemment, si vous augmentez la masse de votre stockage, de vos éléments d'accumulation, bah, vous pouvez vous retrouver avec des énergies au final qui sont stockées, qui sont plus importantes. Mais il faut toujours rapporter ça à la masse. Et pour l'instant, pour des raisons qu'on peut aussi expliquer via ce type de diagramme, et sur lesquels on pourra revenir, pourquoi pas, après, vous ne pouvez pas utiliser des systèmes de stockage d'hydrogène pour faire de la récupération d'énergie sur du freinage de véhicule, parce que vous avez des puissances qui sont importantes. Et du coup, pour des puissances qui sont importantes avec ce type de système, vous allez retrouver à devoir embarquer quasiment une remorque pour la récupération d'énergie, ce qui n'est pas jouable du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Spécifiquement dans le cas des véhicules, on utilise une autre technologie qui est le gros rectangle ici, vous avez couleur saumon, c'est ce qu'on appelle les supercondensateurs. Donc c'est une autre technologie de stockage qui n'est pas exactement électrochimique parce qu'il n'y a pas vraiment de réaction chimique à l'intérieur, on va plutôt dire c'est électrostatique. Et ces éléments-là, en fait, sont caractérisés par une capacité de stockage qui est plus faible en énergie, mais par contre bien plus importante en puissance. C'est-à-dire qu'on peut arriver à les vider et à les remplir beaucoup plus rapidement que des batteries. Par contre, on peut stocker potentiellement un peu moins d'énergie si vous regardez notamment par rapport au lithium-ion, rapporté toujours à la masse, hein. Ça veut dire que vous pouvez stocker moins pour la même masse ou que vous pouvez stocker autant, mais en augmentant la masse des éléments d'accumulation. C'est vraiment comme ça qu'il faut penser à ces histoires d'énergie et de puissance spécifiques. Là, c'est rapporté à 1 kg. Évidemment, vous pouvez stocker la même quantité d'énergie à un moment donné dans des supercondensateurs que dans des piles à combustible, sauf que vous aurez beaucoup plus de masse de supercondensateurs pour faire le boulot. Tout ça, c'est ramené évidemment à de la masse d'éléments d'accumulation.
Donc si je prends un exemple sur mon freinage de véhicule, je suis avec mon freinage de véhicule et je vais arriver à récupérer cette énergie et cette puissance avec différentes technologies de batterie. Alors je ne vais pas nécessairement toutes les traiter parce que ça prendrait un peu de temps. Par contre, on peut déjà en comparer deux. On peut imaginer par exemple comparer ce qui correspond au... Alors on va regarder par exemple lithium-ion et puis supercondensateur. Bon, je reviendrai sur l'histoire des volants d'inertie un peu plus tard. Ça pourra aussi faire partie des applications qu'on verra après cette partie de cours-là. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où moi je veux arriver à dimensionner un élément de stockage très simplement par rapport à cette application-là? Eh bien, je vais me retrouver ici avec donc ma quantité d'énergie. Donc ça, c'est ce qui correspond. Donc j'ai mes quantités d'énergie et mes quantités de puissance qui sont ici. Et puis en reprenant ce que j'ai dans mon diagramme, du coup je vais ajuster ça, je vais calculer quelle est la masse d'éléments d'accumulation dont je vais avoir besoin pour arriver à stocker ça. Donc imaginons par exemple que je commence à travailler avec de l'énergie. Donc qu'est-ce qui va se passer en énergie? Donc énergie avec du plomb. La masse dont je vais avoir besoin pour l'énergie, ça va correspondre à la variation, à la quantité d'énergie que je stocke sur l'énergie spécifique. Donc on va se retrouver avec ce delta E ici, que je vais diviser par le petit e, qui est en fait l'énergie stockée par unité de masse. Et du coup, je me retrouve avec un 94 Wh que je vais diviser par l'énergie spécifique. Alors là, je vois sur une batterie au plomb que je suis aux alentours de 30 Wh par kilogramme. Donc si je divise ça par 30 Wh par kilogramme. Bon, 94 divisé par 30, ça va vous faire 3. Alors j'ai fait le calcul, je ne le fais pas de tête, hein, vous inquiétez pas, j'ai noté déjà par ailleurs. On se retrouve avec l'équivalent d'un peu plus de 3 kg de batterie. A priori, 3 kg de batterie, ça ne devrait pas être un problème, hein. Moi, je pense pas. Vu la taille de nos véhicules actuels, c'est pas vraiment un problème. Donc si on veut arriver à stocker l'énergie, on va avoir besoin d'un peu plus de 3 kg de batterie pour stocker l'énergie. Donc ça, c'est la masse de batterie dont j'ai besoin pour accumuler l'énergie qui correspond à un freinage de mon véhicule. Qu'est-ce qui se passe maintenant en puissance? En puissance, je vais me retrouver avec une masse, la masse qui correspond à la puissance, donc c'est pas exactement la même masse, attention, hein. Celle-ci c'est l'énergie, on va noter ça comme ça, et celle-ci c'est la puissance. Eh bien ça va être la puissance moyenne que je vais délivrer sur la puissance spécifique. Parce que maintenant, je vais pouvoir stocker de la puissance. Et évidemment, quand je vais obtenir cette masse-là, bah, il faudra que je prenne le maximum des deux si je veux que ça rentre, en gros. Eh bien, je me retrouve avec l'équivalent de... alors là, c'est pas l'équivalent, c'est sûr. J'ai 34 kilowatts de puissance. Et ces 34 kilowatts de puissance, je sais que la densité de puissance que j'ai en plomb, pour les batteries plomb, c'est dans mon tableau ici, c'est de l'ordre de 200 watts par kilo. D'accord? Donc ça veut dire 0,2 kilowatts par kilogramme. Chaque kilogramme de batterie plomb ne peut me produire que 0,2 kW de puissance. Si je divise du coup ce 34 par 0,2, c'est-à-dire ma quantité de puissance en kilowatts que je divise par la puissance spécifique, eh bien je me retrouve avec la nécessité de devoir embarquer à bord l'équivalent de 170 kg de batterie. D'accord? Donc, très clairement, la batterie plomb, dans cette application-là, elle est un peu compliquée. Parce qu'en fait, elle pose des problèmes, parce qu'on peut arriver à stocker sans trop de difficulté l'énergie. Vous voyez, si vous voulez arriver à stocker l'énergie, vous avez besoin de 3 kg de batterie. C'est pas énorme, hein. 2 bouteilles d'eau, en termes de masse, c'est pas énorme. Par contre, si vous voulez arriver à stocker la puissance, et bien là, tout de suite, on part sur l'équivalent de 170 kg de batterie. Sur un véhicule d'une tonne, ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je m'arrêterai juste après pour cet exemple numérique-là. Imaginons maintenant que je le fasse, mais avec un lithium-ion. Eh bien, je vais me retrouver avec une masse. Alors, pas lithium-ion, on va essayer avec le supercondensateur. Donc, laissons tomber. Qu'est-ce qui se passe avec un supercondensateur? Donc, les supercondensateurs, donc, qui correspondent à l'avant-dernière ligne sur le tableau ici. La masse en énergie, ça va être toujours pareil, delta E sur l'énergie spécifique. Donc je me retrouve avec 94 Wh que je divise par 20 Wh par kilogramme. D'accord? Donc 94 par 20 de supercondensateur. C'est un peu plus, un petit peu plus. Mais enfin, ça reste quand même largement acceptable. Par contre, quand on ramène ça en puissance, c'est-à-dire combien j'ai besoin de masse d'accumulateur pour récupérer cette puissance-là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que si je calcule ça en puissance, eh bien je me retrouve avec une puissance moyenne que je divise par une puissance spécifique. Et du coup, je me retrouve avec un 34 kW
Mais attention, parce que ces accumulateurs-là ont la capacité de pouvoir stocker beaucoup de puissance, ils absorbent une puissance importante, donc une quantité d'énergie en un temps relativement faible. Je suis aux alentours de 1000, donc c'est à peu près 1 kW, hein, c'est ça, 1000 watts par kilogramme, donc à peu près 1 kW par kilogramme. Ben là, c'est très facile, vous avez besoin de 34 kg de supercondensateur. D'accord? Donc là, vous avez un exemple de dimensionnement qui est à la fois en énergie et en puissance. Et dans le cas de cette application-là, dans laquelle vous avez en fait une quantité d'énergie qui est relativement modeste, mais qui est échangée euh, dans un temps réduit, et bien du coup, vous vous retrouvez avec la nécessité de devoir manipuler, de devoir utiliser des éléments d'accumulation qui sont capables de gérer cette puissance-là. Et là, quand on compare ces résultats-là, ben, on voit très bien que clairement, c'est le supercondensateur qui gagne. Donc si je compare ces résultats-là, ce qui se passe, c'est que très clairement, quand je vais vouloir dimensionner mes éléments d'accumulation, si je veux utiliser du plomb et que je veux tout récupérer, je suis obligé d'en mettre 170 kg. D'accord? Donc si je récupère la puissance avec 170 kg, je vais largement récupérer l'énergie avec 3 kg. Ça, j'ai pas de souci. Pour le supercondensateur, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir installer 34 kg de supercondensateur. Et si mes 34 kg de supercondensateur, ils arrivent à absorber la puissance, bah, en énergie, c'est bon, puisque j'ai au minimum besoin de 20 kg. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est un cas extrêmement simplifié. Les calculs se font de façon un peu plus compliquée, mais c'est juste pour vous montrer la distinction qu'il y a entre le dimensionnement en énergie et le dimensionnement en puissance. Voilà un autre diagramme qui présente d'autres solutions de stockage. Donc là, on est beaucoup plus large, c'est pas que l'électrique. Alors attention, ce diagramme-là, il n'est pas exactement le même. Il n'est pas forcément rapporté aux aspects spécifiques. Il est plutôt rapporté à la taille totale des éléments. Donc là, on retombe aussi sur la vidéo que je vous avais envoyée, sur le fait que lorsque vous voulez stocker pour avoir des puissances importantes, donc importantes, si vous regardez ici à droite du graphe, vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un gigawatt. Hein. Donc là, on est sur, c'est des watts, hein, les unités, j'ai oublié de préciser. Donc vous êtes sur un gigawatt de puissance, donc l'ordre de grandeur de ce que produit typiquement une centrale nucléaire. Dans ces cas-là, il n'y a que deux solutions, ou vous faites avec des stations de transfert d'énergie par pompage, donc hydroélectricité, qui représentent effectivement, ça a été déjà dit, 99% de la capacité de stockage mondiale, quasiment tout est stocké là-dedans, ou éventuellement l'air comprimé. Donc il y a les volants d'inertie qui sont intéressants, parce qu'ils sont un bon compromis entre la partie capacité de stockage. Alors ici, la capacité de stockage sur l'axe vertical, elle est comptée en heures, hein, donc c'est le temps de décharge. Donc si vous voulez pouvoir disposer de grandes quantités de puissance sur des grandes durées, en gros il n'y a que la step qui fait le boulot, hein, très clairement. Là vous êtes sur de la centaine d'heures avec du gigawatt, donc ça fait des quantités d'énergie énormes. C'est pour ça que c'est ce qu'on utilise pour stabiliser les réseaux électriques à l'échelle de pays. L'air comprimé est aussi pas mal. Les batteries peuvent vous stocker énormément d'énergie, par contre c'est en puissance que c'est assez vite limité. Donc là c'est très difficile d'aller, vous pouvez aller jusqu'au mégawatt, alors si je raconte des bêtises, hein, parce que le mégawatt il a 10 puissance 6, on est jusqu'à la dizaine de mégawatts mais rarement plus que ça. Et ensuite, si vous voulez utiliser des supercondensateurs, bah là, les supercondensateurs, tels quels pour arriver à stocker, c'est pas forcément fabuleux. Vous avez des puissances qui sont pas terribles, et puis surtout, vous avez des quantités d'énergie qui sont relativement faibles. Donc c'est pour ça que ça se retrouve un peu, ça se retrouve en bas à gauche du graphique. Mais là, c'est hors poids, hors taille, hors prix, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très très global. Donc si je continue là-dessus, et ça sera la dernière partie qui pique un peu, mais voilà, je voudrais passer un peu de temps là-dessus. Euh, Parce que dans la vidéo du réveilleur, pour ceux qui l'ont vu, il explique très bien qu'arriver à comparer des solutions de stockage les unes avec les autres, c'est une tâche très complexe. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est complexe. Donc lorsqu'on veut arriver à représenter le comportement dynamique d'un accumulateur d'énergie. Donc là, gardez toujours en tête l'histoire de la quantité d'eau dans une baignoire. D'accord? Vous avez plusieurs façons de faire. Donc ici, vous avez le terme qui est noté avec un petit 1, qui est en fait la quantité d'énergie absorbée par unité de temps. Donc ça, en gros, c'est la variation d'énergie en fonction du temps. Donc ce terme-là, 1, il est positif à partir du moment où vous chargez votre batterie et il est négatif à partir du moment où vous la déchargez. Physiquement, c'est la variation du niveau d'eau dans le réservoir avec le temps. D'accord? Donc vous imaginez, à partir du moment où vous allez remplir votre réservoir, le niveau va monter. Si vous allez le vider, vous allez descendre. Comment est-ce que vous faites varier ce niveau d'eau dans votre réservoir? Eh bien, soit avec un débit entrant, donc c'est ce que j'ai noté ici avec le 2, c'est la E+, parce que ça rentre, donc c'est compté en plus. Donc ça, c'est la puissance entrante, c'est la puissance de production, de charge. Soit avec la puissance sortante, qui correspond ici en bleu au terme 3, donc qui est celle qui correspond à la vidange. Donc de temps en temps, je remplis mon accumulateur, de temps en temps, je le vide, en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Et puis, il y a un terme dont je n'ai pas encore parlé, mais vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment si vous êtes intéressé au volant d'inertie, parce que c'est un gros problème avec ces technologies-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'autodécharge. Donc qu'est-ce que c'est que l'autodécharge? C'est le fait que un accumulateur d'énergie
très rarement, ne se décharge pas tout seul. En gros, il y a toujours un taux d'autodécharge qui peut être très très faible, hein. Dans le cas de certaines technos, c'est quasiment zéro. Mais dans le cas de certaines autres technologies, ben, il se décharge en fait naturellement par des phénomènes de diffusion chimique, par des phénomènes de fuite, par tout un paquet de choses. C'est pas des systèmes idéaux, hein, c'est des systèmes réels. Et donc, vous avez des constantes d'autodécharge. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si vous n'utilisez pas votre accumulateur, si vous ne rentrez rien, vous ne videz rien, ben, vous avez tout simplement une fuite. Donc, prenez votre réservoir d'eau à l'extérieur. Ça peut être une fuite à un moment donné dans un mur, ou ça peut être l'évaporation, qui fait que vous allez perdre de l'eau et du coup vous allez avoir votre niveau d'eau qui va légèrement baisser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'autodécharge. Et en fait, le comportement de l'ensemble de votre accumulateur, il va être dépendant de ce que vous mettez dedans, de ce que vous tirez de ça et de ce qui est perdu naturellement par des phénomènes de perte. D'accord. Et là, j'ai rajouté deux paramètres qui sont ce qu'on appelle les rendements de charge et les rendements de décharge. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que, à partir du moment où vous allez vouloir transférer de l'énergie à l'intérieur de votre accumulateur, vous allez en perdre une partie. Je vous montrerai des chiffres après sur ces rendements-là. Ils ne sont pas toujours faibles, hein, la plupart du temps sur les batteries, ils sont même plutôt élevés. On perd assez peu, mais on perd quand même un petit peu. Et du coup, imaginez par exemple que sur cette équation-là, vous oubliez le terme d'autodécharge et le terme de décharge, vous ne faites que charger, donc vous avez un débit d'eau qui rentre dans votre réservoir et le niveau monte. Et bien ce qui se passe, c'est que pour une quantité de puissance ici, vous allez récupérer un peu moins en augmentation de niveau. D'accord. Vous avez un débit d'eau, vous envoyez par exemple, je sais pas moi, en une seconde, vous avez 1 kg d'eau qui arrive dans votre réservoir, et en fait le niveau d'eau, il ne va monter que de l'équivalent de 900 grammes, parce que vous avez 100 grammes qui en fait a été perdu entre-temps. D'accord. Qui n'a pas été perdu entre-temps, qui a été dissipé parce qu'en fait vous n'arrivez pas à le consommer. Donc vous imaginez que vous avez une fuite dans le tuyau. C'est là peut-être un peu la limite de mon analogie. Mais en tout cas, ce que vous récupérez à l'intérieur de l'accumulateur, ça n'est pas 100% de ce que vous avez en puissance entrante. Il y a un rendement entre les deux. Même chose pour la décharge. À partir du moment où vous déchargez votre accumulateur, entre ce que l'accumulateur perd et puis ce que vous récupérez à la fin, il y a toujours une perte aussi qui correspond à un rendement de décharge. Donc ce rendement de décharge ici, c'est le dénominateur de la fraction du terme 3, qui correspond en fait à une perte. Alors pourquoi c'est au dénominateur? Tout simplement parce que là, vous l'avez en produit parce que la variation d'énergie, en fait, elle va être inférieure à la puissance sortante. D'accord. Par contre, ici, ce qui se passe, c'est que la variation d'énergie, la puissance sortante, pardon, va être en fait inférieure à la variation d'énergie là. Donc du coup, on divise par le rendement qui se trouve ici. C'est juste une convention d'écriture. Et puis à la fin, évidemment, vous avez votre constante de temps d'autodécharge, donc le temps, grosso modo, le temps au bout duquel votre système va se décharger. Et du coup, si on analyse ça, la première chose qu'on voit, c'est que le comportement dynamique de votre accumulateur, il va dépendre de trois paramètres. Donc vous vous souvenez du cours numéro 2, je vous avais dit, la plupart du temps, on peut arriver à représenter le comportement à un instant donné à partir d'un rendement, à peu de choses près. Là, on a trois paramètres. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est pour ça que dans la vidéo, il expliquait que c'est difficile d'arriver à comparer des systèmes les uns avec les autres. C'est que leurs performances vont dépendre de la façon dont on les utilise, c'est-à-dire quels sont les profils d'entrée de puissance et les profils de sortie. Et puis, ça va aussi dépendre des rendements de charge, des rendements de décharge et des constants d'autodécharge. Donc, à la place d'avoir un rendement, en gros, vous avez trois paramètres qui vous font les performances de votre machine. Et en gros, c'est la principale raison pour laquelle le fonctionnement de ce type de machine est un peu compliqué. Donc, j'arrête avec ça. Je pense que c'est pas, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je sais que ça va un tout petit peu vite, mais on est coincé par le temps. On aura largement le temps on aura le temps de toute façon de discuter un peu en aval de ça. Donc quelques éléments complémentaires sur la constante d'autodécharge. D'après le modèle que je viens d'utiliser, en gros, c'est le temps qu'il faut pour perdre un petit peu plus d'un tiers de la charge. Donc 3 fois ça, vous avez votre accumulateur qui est complètement vide, en gros. D'accord. La constante de temps, vous la multipliez par 3 et ça correspond à il ne reste plus que 1% à l'intérieur de l'accumulateur. Donc ça n'est pas la constante de temps de décharge, c'est pas la puissance qu'on prend lorsqu'on veut utiliser, c'est la puissance qu'on perd naturellement. Si vous avez chargé votre téléphone à 100%, vous ne l'utilisez pas, vous ne faites rien avec. Je sais, ça va être difficile, mais essayez de faire le test. Ça va tenir quelques jours, probablement, je pense, un téléphone récent, c'est un peu plus d'une semaine, voire un peu plus. J'ai pas fait la manip en fait, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à faire. Par contre, au bout d'un certain nombre de jours, bah, vous allez vous retrouver avec votre batterie qui sera à zéro alors que vous n'avez rien fait avec. Donc ça, c'est typiquement ce qui peut correspondre à un effet d'autodécharge. Dans les documents techniques, on a aussi parfois ce qu'on appelle des taux d'autodécharge qui sont en fait des pourcentages. Donc en fait, c'est la quantité d'état d'énergie qui est perdue par unité de temps, en gros. Et du coup, je vous ai donné la formule mathématique entre les deux. Si vous avez besoin, il faut juste bien se baser sur les mêmes unités de temps pour arriver à traiter tout ça. Quelques exemples de constantes d'autodécharge ou de constantes de temps d'autodécharge et de taux d'autodécharge. Donc vous voyez que globalement ces taux qui sont faibles. Alors step et air comprimé, la publi dans laquelle j'avais mis, ils mettaient 0. Bon, je pense qu'ils n'ont pas creusé plus que ça. Air comprimé, il y a toujours un tout petit peu des fuites. Et puis les steps, bah, vous pouvez très bien avoir le phénomène d'évaporation qui fait qu'en fait vous avez des constantes qui sont
très importante en termes de constante de temps, mais pas forcément infinie non plus. C'est juste qu'aux échelles de temps, par rapport aux autres technologies, c'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez par exemple que les batteries plomb, en gros, elles perdent 0,33% par jour si vous ne faites rien avec, hein, vous laissez comme ça. Ce qui fait que normalement, d'après le chiffre là en tout cas, évidemment c'est soumis à variation en fonction des cas, vous prenez une batterie plomb, vous la chargez à fond, vous ne la touchez pas, elle va mettre 300 jours pour perdre un tiers de sa charge. Donc en gros, il faudra quasiment 2 ans et demi, voire 3 ans, pour arriver à la vider complètement. Alors oui, effectivement, la question est posée en direct. À quoi est dû ce phénomène d'autodécharge? Enfin, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit essentiellement, effectivement, sous forme de chaleur, comme tout phénomène de dissipation, hein, en tout cas pour les systèmes électriques. Maintenant, si je prends le cas de l'air comprimé, bah, ça peut être une fuite, tout simplement. Donc vous n'avez pas nécessairement de production de chaleur, vous avez juste du gaz qui part, quoi. Et puis pour la steppe, c'est encore autre chose. C'est souvent l'évaporation, notamment en été, quand vous avez des très grandes surfaces au niveau de vos réservoirs d'eau, vous pouvez avoir un taux d'évaporation qui est relativement important. Et du coup, là, c'est de la chaleur, mais qui sert plutôt à évaporer l'humidité, l'eau dans l'air. Et du coup, c'est pas exactement le même type de phénomène. Pour les batteries électriques, par contre, oui, c'est très souvent de la chaleur. Alors, le rendement de cycle, parce que on va être obligé aussi, et ça pourra vous arriver si vous travaillez sur les accumulateurs d'énergie, de considérer des rendements. Et du coup, quel est véritablement le rendement d'un accumulateur d'énergie? Donc vous allez voir qu'au final, c'est pas très très compliqué. Je vous ai fait un petit graphe ici à gauche qui vous présente comment ce type de système fonctionne. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle, c'est quand vous partez d'un certain état d'énergie, donc vous avez une énergie accumulée ici, et vous revenez au même état d'énergie là. Pour faire ça, à un moment donné, vous allez charger, et à un autre moment donné, vous allez décharger. Donc si on reprend l'exemple du téléphone, c'est ce qui vous permet de monter par exemple à 100% de charge, et ensuite vous allez faire des trucs, et vous allez avoir votre batterie, votre pourcentage qui va chuter. Ce qui va se passer, c'est que, et ça vous pouvez le sentir quand vous chargez votre téléphone, touchez le chargeur, hein. Moi j'ai plus le chargeur là à côté, quand vous branchez, vous touchez le chargeur, il est un peu chaud, donc là vous avez une perte d'énergie, une dissipation d'énergie entre la prise et puis ce qui se passe dans la batterie de votre téléphone. Même votre téléphone peut être chaud aussi à cause de ça. Du coup, ce que vous allez véritablement récupérer dans votre accumulateur, ça sera un peu moins que ce que vous avez injecté. Donc en fait, la variation, ça c'est l'énergie accumulée, hein, en rouge ici, que vous avez envoyée dans votre accumulateur, bah, vous allez récupérer un peu moins là, à l'intérieur. Et ce qui se passe, même chose, quand votre téléphone va fonctionner, donc essayez de faire tourner de la vidéo sur un téléphone, tout de suite vous allez voir que le truc chauffe énormément, enfin beaucoup. Donc vous allez avoir une dissipation d'énergie qui va être due au rendement de décharge, qui fait qu'à la fin, la quantité d'énergie que vous allez récupérer, donc là en l'occurrence celle qui va servir à faire tourner votre application de vidéo, en fait, elle va récupérer moins que ce que la batterie perd. Et la différence entre les deux, c'est ce qui va être perdu sous forme de chaleur. Et donc au final, si vous considérez le cycle de charge-décharge, en partant du même point, hein, vous avez un même état de charge, vous augmentez et puis ensuite vous diminuez en vidant, vous revenez au même point, et bien en fait le rendement de cycle, ce qu'on appelle le rendement de cycle pour un accumulateur, c'est la quantité d'énergie que vous récupérez au final sur la quantité d'énergie que vous avez envoyée au début. D'accord? Et donc ici, là, si on regarde sur la formule 2, ça va être la quantité d'énergie qui a été restituée lors de la décharge sur la quantité d'énergie qui a été absorbée lors de la charge pour deux états de charge identiques. D'accord? Ça, c'est ce qui correspond au rendement d'un accumulateur. Et quand vous regardez dans les documentations techniques, on en reparlera, on va de toute façon en reparler. On vous dit une batterie électrochimique, c'est 90% de rendement, et puis par exemple, un système de stockage sous hydrogène, c'est 30%. Eh bien, c'est ce chiffre-là dont on parle. D'accord? C'est le multiplication, donc ça c'est la formule 3, c'est la multiplication du rendement de charge par le rendement de décharge. Combien vous perdez lorsque vous chargez, combien vous perdez lorsque vous déchargez. Et en fait, ce que vous perdez la totalité, c'est le produit de ces deux rendements-là, à condition que ces deux rendements-là soient constants. On va faire évidemment cette hypothèse-là. Quand on commence à gratter un peu dans les détails, on s'aperçoit que les rendements de charge-décharge sont pas forcément constants, ils peuvent varier en fonction de la charge, mais nous on va laisser ça de côté pour l'instant. En tout cas, quand on parle de rendement d'un accumulateur, c'est ça, c'est le rendement de cycle, donc c'est le rapport de ce que vous récupérez à ce que vous avez injecté dans l'accumulateur pour deux états de charge identiques entre le début et la fin du processus. Donc là, j'ai fait la partie énergétique. J'arrive maintenant sur la partie économique. Comment est-ce qu'on dimensionne d'un point de vue économique un accumulateur d'énergie? Donc évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le coût de la batterie. Combien ça coûte d'acheter une batterie? Ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'investissement. Donc en gros, c'est combien je dois fournir d'euros pour obtenir 1 Wh d'énergie sur une batterie donnée. Donc c'est le prix d'achat de votre batterie. Vous achetez une batterie de rechange ou une batterie pour, je sais pas moi, la randonnée ou pour votre véhicule. C'est facile d'avoir la capacité, qui est en ampère-heure, mais en fonction de la batterie, on revient sur des watts-heure. Combien vous l'avez acheté, combien vous l'avez payé pour l'avoir. Ça, c'est le coût de ce qui correspond au coût d'investissement. Sauf qu'en pratique, c'est pas vraiment ce coût d'investissement qu'il faut prendre en compte pour une raison toute simple, c'est que votre batterie, elle a une durée de vie
limitée. Et en fonction de la technologie de batterie que vous allez utiliser, la durée de vie ne sera pas la même. Et cette durée de vie, elle est en règle générale représentée de façon assez simplifiée par ce qu'on appelle un nombre de cycles de charge-décharge. Donc en gros, c'est combien de fois dans la durée de vie de votre batterie, vous allez être capable de la charger et de la décharger. Et ça dépend du nombre de technologies. Il y a des technologies qui vivent en quelque sorte plus longtemps que d'autres. Et du coup, lorsqu'on veut vraiment arriver à avoir un coût qui soit pertinent par rapport à l'utilisation d'un accumulateur d'énergie, il faut diviser ce coût non seulement par la capacité, mais aussi par le nombre de fois que vous utilisez cette capacité. Et en fait, ça revient à diviser le coût de votre batterie par la quantité totale d'énergie qui est transitée par cette batterie. D'accord? Si vous avez une batterie et qu'effectivement vous ne l'utilisez qu'une fois en chargeant et en déchargeant, elle vous a quand même coûté relativement cher. Par contre, cette même batterie-là, une fois que vous l'avez payée, si vous la chargez, déchargez 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, elle vous coûtera de moins en moins cher par rapport à la quantité d'énergie qui transite. Et ça, c'est ce qui correspond au coût d'usage. Donc le coût d'usage, c'est ça que ça veut dire, c'est juste la quantité investie par rapport à la quantité totale d'énergie qui a transité. Et cette quantité totale d'énergie qui a transité, de façon simplifiée, parce que sinon les calculs sont un peu trop compliqués, on dit que c'est la capacité fois le nombre de cycles. Évidemment, le nombre de cycles il peut être fixé par l'utilisation. Donc, je prends un exemple. Si vous avez une batterie plomb, je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. Normalement, le nombre de cycles de charge-décharge, c'est de l'ordre de 2000. Eh bien, si vous vous retrouvez, alors que sur une lithium-ion, c'est de l'ordre de 10 000, eh bien, si vous avez dans une application, vous savez que vous allez faire 10 000 cycles de charge-décharge batterie. Effectivement, la batterie lithium-ion, elle va vous coûter plus cher. Donc, je vous montrerai les chiffres à la capacité. Sauf que cette batterie lithium-ion, vous aurez besoin d'une seule batterie pour arriver à faire les 10 000 cycles. Si vous le faites avec une batterie plomb, comme elle fait que 2000 cycles en moyenne, ça reste statistique, mais restons sur ce chiffre-là, imaginons qu'on fasse bien 2000 cycles, vous allez devoir acheter successivement 5 batteries. Donc en fait, vous allez multiplier par 5 votre coût d'investissement. Et du coup, c'est ça que ça veut dire le coût d'usage. Quand on veut estimer le coût d'un accumulateur, il faut le faire par rapport à l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire par rapport à la quantité totale d'énergie qui transite par cet accumulateur. Et plus votre accumulateur dure longtemps, plus il va voir passer d'énergie en charge et en décharge, et moins il va vous coûter cher. C'est ça la définition du coût d'usage. Alors on a vu qu'on dimensionnait pas seulement un accumulateur par rapport à l'énergie, on le dimensionne aussi par rapport à la puissance, et du coup on va avoir un coût en puissance. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure pour tout ce qui était la masse, pour tout ce qui était masse embarquée. Et bien là c'est par rapport à l'investissement. Donc en gros j'ai un accumulateur qui est capable de me produire tant de puissance, combien ça va me coûter? Si je veux pouvoir, l'équivalent, si je reprends l'exemple de mon véhicule hybride, je sais que je devais produire l'équivalent de 34 kW. Je veux produire 34 kW avec de la batterie plomb, avec de la batterie lithium-ion ou avec du volant d'inertie, combien ça va me coûter en puissance? C'est ça qui est important. Et du coup, on se retrouve avec la même problématique. On a un coût en puissance, un coût en énergie, puis il faut arriver à faire coïncider les deux. Donc vous risquez d'être obligé d'investir beaucoup pour assurer la puissance, alors que vous n'en aurez pas nécessairement besoin pour l'énergie. Et ensuite pour le coût global évidemment, lorsqu'on rassemble tout, on se retrouve avec un coût d'investissement, alors le coût d'usage, hein, si on prend sur la durée de vie, fois la masse embarquée, fois l'énergie spécifique en masse, donc il y a plusieurs manières de l'exprimer. Et à la fin, vous avez effectivement l'investissement qui est nécessaire pour arriver à équiper votre système et arriver à choisir l'accumulateur qui correspond à votre besoin. Et on peut aussi donc faire dans l'autre sens, parce que là, du coup, je vous ai mis des euros par watt, donc combien je dois payer d'euros pour obtenir un watt ou un watt-heure. On peut aussi dire, pour avoir un watt-heure, combien je vais mettre d'euros derrière. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle des puissances et des énergies investies. Donc voici un diagramme qui représente schématiquement un petit peu les mêmes technos que ce qu'on avait vu avant, donc ça, voilà. Et on se retrouve avec, ça ressemble à un diagramme de Ragon, hein, c'est un peu ça, sauf que maintenant c'est rapporté à des sommes. Et du coup, on se retrouve avec un investissement en puissance, donc combien j'ai de watts à partir du moment où j'investis 1 euro, et puis un investissement en énergie en ordonnée qui correspond à combien j'ai de watts-heure quand je paye 1 euro de ce genre de système. Et là, on voit très clairement la différence qu'on a entre les systèmes qui sont capables de produire beaucoup d'énergie, donc c'est ce qui correspond ici en haut à gauche à l'air comprimé et à la step. Donc je vais pouvoir stocker beaucoup d'énergie pour 1 euro investi. Et effectivement, si vous voulez arriver à stocker, par exemple, avec une batterie, la même quantité d'énergie que vous avez dans un barrage, ça va vous coûter en batterie beaucoup trop cher. C'est absolument inimaginable d'arriver à faire ça. C'est assez facile de faire le calcul ici, hein. Vous voyez, vous avez quasiment 2 ordres de grandeur. Donc ça veut dire qu'entre une step et des batteries, pour équilibrer un réseau, eh ben, à la louche, hein, les batteries vont vous coûter 100 fois plus cher. Donc vous imaginez un peu ce que ça donne. Donc vous avez ce coût qu'un investissement puis en énergie et vous avez aussi cet investissement en puissance. Alors là on regarde sur la dimension horizontale. Je veux pouvoir disposer de tant de kilowatts de puissance disponible. Combien ça va me coûter? Voilà. Et bien là, du coup, on se retrouve avec des sources qui sont intéressantes en puissance, pas nécessairement en énergie, et on retrouve toujours les mêmes, les supercondensateurs et les vents d'inertie. Un supercondensateur,
pour 1 € investi, il ne va pas stocker énormément d'énergie. Par contre, il va stocker potentiellement beaucoup de puissance. Même chose pour le volant d'inertie. C'est des systèmes relativement chers. Par contre, ils arrivent, par leur fonctionnement physique même, à mobiliser beaucoup de puissance très rapidement pour un coût qui est relativement modeste. Et du coup, en fonction de ce que vous cherchez à faire, si vous avez besoin d'échanger très rapidement certaines quantités d'énergie, donc vous avez plutôt un accumulateur de puissance, il faudra plutôt viser des supercondensateurs ou des volants d'inertie. Attention quand même aux volants d'inertie parce que leur constante d'autodécharge est généralement assez importante, donc ils perdent très vite, donc il faut vraiment les solliciter tout le temps. Ou au contraire, si vous avez besoin de stocker beaucoup d'énergie, mais proportionnellement pas énormément de puissance, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur des techniques qui correspondent à de l'air comprimé ou à de la step. Donc là, c'est vraiment pour du réseau, hein, c'est pas des choses qu'on utilise pour des véhicules par exemple. Et puis entre les deux, vous avez un bon compromis qui correspond aux batteries. Et c'est une des raisons, si on regarde l'emplacement de la batterie lithium-ion, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette batterie lithium-ion elle est aussi populaire. Il y a autant de gens qui travaillent dessus. C'est parce qu'elle se situe très souvent dans les diagrammes un petit peu au bon endroit, avec un compromis entre ce qui correspond à densité de puissance, densité d'énergie, à la fois en masse, en volume et en euros investis. Qu'est-ce qu'on conclut là-dessus? Qu'un accumulateur d'énergie, fondamentalement, c'est un dispositif technique qui vous permet de faire coïncider deux puissances. Vous avez une puissance en entrée qui correspond par exemple à une production et une puissance en sortie qui correspond à une consommation. Et vous voulez pouvoir assurer au mieux votre consommation à partir de votre production, vous pouvez faire appel à des dispositifs de stockage d'énergie qui vont être capables d'accumuler de l'énergie pendant que la production est supérieure à la consommation pour la restituer dans le sens inverse et arriver justement à faire coïncider l'une avec l'autre. Euh, Attention, quand ces éléments-là doivent être dimensionnés, ils ne sont pas seulement dimensionnés en énergie, ils doivent aussi être dimensionnés en puissance. D'accord? Donc vous avez une requête, vous avez un besoin en énergie, j'ai besoin de stocker tant d'énergie, mais j'ai aussi besoin de stocker tant de puissance. Et il faut arriver à manipuler ces deux paramètres-là en parallèle, c'est ça qui fait que c'est relativement compliqué à faire. Et ça, encore une fois, je l'avais déjà dit, à partir du moment où vous avez une idée de ce que vous allez entrer et sortir de votre accumulateur. C'est-à-dire que si vous avez des profils, il y a certains cas d'applications industrielles où on sait exactement ce dont on a besoin en sortie, on connaît relativement bien ce qu'on a en entrée, c'est très facile d'arriver à dimensionner l'accumulateur. Par contre, si vous voulez dimensionner un accumulateur typiquement pour une application type énergie renouvelable, où là il y a beaucoup plus d'incertitudes sur la production, et bien là automatiquement les calculs deviennent plus complexes. C'est pas impossible à faire, c'est juste que c'est probabiliste et c'est un petit peu plus compliqué. La distinction elle se fait maintenant entre ce qu'on appelle vulgairement, parce que c'est vraiment du langage courant, mais ça n'a pas forcément de sens du point de vue physique, ce qu'on appelle un accumulateur d'énergie ou un accumulateur de puissance. Un accumulateur d'énergie, c'est un très gros réservoir d'eau avec proportionnellement des petits tuyaux. Donc il va se remplir et il va se vider doucement, mais on va stocker beaucoup d'énergie à l'intérieur. Un accumulateur de puissance, c'est un réservoir d'eau plus petit, mais avec des tuyaux plus gros. Donc potentiellement, vous allez le vider ou le remplir plus rapidement. Et dans le diagramme de Ragon, les accumulateurs d'énergie se trouvent plutôt en haut à gauche et les accumulateurs de puissance se trouvent plutôt en bas à droite. Donc, encore une fois, dans ce diagramme-là, ou même indépendamment du diagramme, quand on fait du calcul de dimensionnement, on peut rapporter les énergies et les puissances à des masses, à des volumes ou à des sommes investies. Masse, c'est plutôt pour les éléments embarqués, même si les sommes investies, évidemment, apparaissent aussi. Masse et volume. À partir du moment où on est sur de l'équilibrage réseau, donc avec des systèmes stationnaires où on a globalement de la place pour s'installer, là, on n'est plus trop contraint par les histoires de masse ou de volume, on est plutôt directement sur des sommes investies. Et puis, pourquoi ces systèmes-là sont compliqués? Tout simplement, en grande partie, parce que leur comportement dynamique, qui en fait va caractériser leur performance énergétique, dépend de trois paramètres différents, qui sont les rendements de charge et décharge, qui sont généralement groupés sous juste l'appellation du rendement de cycle, et le taux d'autodécharge, qui est aussi la capacité que le système a à tout simplement se décharger tout seul quand on ne le sollicite pas, ce qui est quand même assez problématique, mais pour le coup c'est physique, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. Et puis au final, le véritable rendement d'un accumulateur d'énergie, c'est ce qui correspond au rendement de cycle. Voilà. Je pense que j'en ai fini pour ça. Il y a quelques références ici pour ceux que ça intéresse. Merci à tous.